Et salut à tous et à toutes, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Oula, ma playlist n'est absolument pas en aléatoire en fait. Voilà, c'est mieux. Est-ce que vous entendez la musique en fond ou pas? Ça, c'est un truc que je ne sais jamais. Saluette! Est-ce que vous entendez la musique en fond? Ou est-ce que c'est que pour moi là? C'est un truc que je n'ai... Non, là, vous n'entendez pas. Et pourtant, sachez que dans mes replays, quand je mets la musique là, on l'entend. Mais de toute façon, un jour, je ferai en sorte de vous mettre la musique en fond, mais je vous avoue que la semaine dernière, vous entendiez jusqu'à ce que je coupe. Est-ce qu'on fait un point technique et on ajoute de la musique de fond? On peut faire un point technique et on ajoute de la musique de fond, parce que je regarde en ce moment pas mal de streams, notamment de la Super Faustea. J'avoue, j'ai passé pas mal de temps ces derniers soirs à regarder des streams de Faustea qui est vraiment, c'est vraiment feel good autour de Tolkien et tout. Et elle a de la musique en fond à chaque fois. Et je trouve que c'est une bonne idée. Mais j'ai peur en fait à chaque fois de la mettre trop fort. Si je mets... Oh, je sais pas faire en fait. Je sais pas faire. Il faudrait que je mette une, deux... Non, 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 annuler. Annuler. Ça, on va pas faire ça. Hop. On va pas faire comme ça. On va faire... Ah ouais, mais ça serait chiant. Bon, je trouverai... Ouais, je crois que un jour je demanderai. Faustea, elle a un bête décor, elle a plein de trucs cool. Un jour, je lui demanderai comment elle gère tout ça. D'ailleurs, elle est très gentille, elle m'a fait un peu de pub. Et si vous observez le nombre de followers, il a augmenté très très vite. La semaine dernière, j'étais là, ouais, on est 30, et là, pouf, on est 36. Ce qui, quand vous le pensez, c'est quand même une augmentation de 20% en une semaine. Est-ce que Antoine Daniel, il a son nombre de followers qui augmente de 20%? Je crois pas. En une semaine, je crois pas. Vous croyez? Moi, je crois pas. Alors, ceux qui n'ont pas la ref, là, c'est Kylian Mbappé, hein, le... Vous croyez? Moi, je crois pas. Alors, on va aujourd'hui pas faire les choses... Bah, en réalité, si vous calculez bien, une augmentation de 20%, ça arrive... Il y a plus de chances que ça arrive avec quelqu'un qui ne pèse pas dans le game. Par principe, c'est beaucoup plus facile d'augmenter de 20% avec 10 followers que avec... en plus, j'ai l'impression que je me suis trompé de... Non, c'est bien ça. Que avec 100 ou 1000, enfin c'est... Alors c'est des mathématiques vraiment niveau collège. T'as même compté de 100% au début, voilà. Quand je suis passé de 1 à 2, c'était la folie. J'ai doublé. J'ai doublé. Mais non, mais attendez, moi, grand mathématicien, je suis au moins aussi bon en maths que Bruno Le Maire, pour qui 1000 fois 1000, ça fait 10 000. C'est quoi qu'il nous avait dit déjà, Bruno Le Maire? Attendez, Bruno Le Maire, maths. C'était quoi qu'il nous avait dit? Je crois que c'était ça. Non, pas Bruno maths. Bruno, prof de maths, je m'en fous. Euh, Alors, ah oui, c'était sur un hectare. Alors,
Oh, c'est incroyable. La vidéo, j'avais oublié qui disait je n'ai jamais été doué en maths. Bruno Le Maire, ex-ministre de l'économie, qui ne sait pas ce qu'est un hectare, on a le droit, qui dit je n'ai jamais été doué en maths et qui ne sait pas que 100 fois 100 égale 10 000. Enfin bref, pardon, pardon, mais il y a un moment. Ah, ça bug. Pourquoi j'avais l'impression que ça buguait? Ah, c'est bon, ça bug plus. Euh, Ok, bah je sais pas, c'est mon appli qui a bugué. Pas de problème. Mais oui, tu as tes chances pour le ministère de l'économie. Alors en ce moment, je t'avoue, ils ont pas l'air partants pour des gens trop à gauche. En ce moment, dans les CV, je pense que ça passe pas. Il y a une ou deux manifs où je sais que tu es allé, ça passe pas, hein. Bon, voilà, là c'est ta seule faiblesse. Bon, aujourd'hui, on va pas faire dans l'ordre que j'avais prévu parce que Ed, tu m'as prévenu que tu restais pas longtemps. Et du coup, on va directement t'énerver euh, et on va directement tous vous énerver. On va directement partir sur le titre de cette émission, sur Ubisoft, ce qu'il s'est passé autour d'Assassin's Creed. Parce que, alors, sachez que j'ai passé une semaine à écrire une conférence euh, autour du tournant trumpiste dans le monde du jeu vidéo. Parce que je pense et j'ai observé sur le terrain qu'il y avait un tournant trumpiste autour du jeu vidéo, avec notamment dans les discours de fans vraiment, et d'influenceurs. Euh, et c'est surtout ça qui m'intéresse, hein. Moi, c'est aujourd'hui ces influenceurs euh, qui sont les voix et les volets de la parole trumpiste dans l'univers du jeu vidéo. On, je pense qu'il y a eu un tournant trumpiste et un tournant où on a vraiment une ère de la post-vérité qui, euh, qui se met en place dans le jeu vidéo. Alors, l'avantage c'est qu'aujourd'hui on n'a pas énormément de choses à, euh, à dire. On n'a pas énormément de choses à dire, donc j'essaye de retrouver. Alors, Gamefile. Tac. Forcer le mode sombre. Donc, on va pouvoir prendre notre temps et à la fin, on aura sans doute un moment de jeu assez long parce qu'en fait, sur tout ce que j'ai, je vais aussi vous parler du menu, le film Le Menu que j'ai vu. Voilà, on va parler de plusieurs trucs. Cette conf, je vous la présenterai pas tout de suite parce que demain, c'est un peu un brouillon pour une prochaine conf plus importante que j'espère pouvoir donner à la Sorbonne. J'ai envoyé ma candidature, mais c'est pas encore fait. Et après cette conférence à la Sorbonne, oui, je vous la ferai. Ou alors si on me dit que je ne fais pas la conférence à la Sorbonne. Alors, c'est Gamefile. Pourquoi je vous mets Gamefile? Alors, je vais vous faire la traduction, même si mon anglais n'est pas parfait. Je vais vous faire la traduction de cet article. Promis, parce que c'est important. On remonte à la source, en fait. Et j'ai aussi ce qu'en disent notamment ce qu'en dit IGN qui va m'intéresser. Voilà. Donc Ubisoft annule un,
un Assassin's Creed, enfin, a annulé l'année dernière un Assassin's Creed qui se passait post-Civil War. Ce que les Américains appellent la Civil War, c'est ce que nous on appelle la guerre de sécession. Guerre de sécession, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une guerre des années 1860. Guerre de sécession. Voilà, 1861-1865. Entre ce qu'on va appeler les pays de l'Union, qui sont les États de l'Union, qui sont l'État du Nord, les États du Nord, et les confédérés, qui sont ce qu'on appelle les États du Sud. Ici, vous avez une carte qui répartit assez bien en fait ce qu'on appelle le Nord et le Sud. Le Nord et le Sud, ce ne sont pas vraiment, vous prenez géographiquement le Sud, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Il n'y a pas une carte qui montre la répartition. Voilà, ça c'est mieux. Les États du Nord, c'est les États ici en bleu. Hop. J'essaie de voir toutes les images qu'on a. Voilà, c'est les États en bleu. Et les États du Sud, ce sont les États en rouge. Et notamment, cette guerre se déroule autour d'une question sociale importante aux États-Unis, qui est la fin de l'esclavage. L'esclavage est aboli dans la majorité des pays, dans une grande partie des pays du monde. Alors, peut-être pas la majorité, je ne sais pas combien, mais dans une partie des pays du monde, l'esclavage est aboli depuis 1848. Les États-Unis ne l'ont pas aboli à ce moment-là. Et alors, les États du Sud refusent cette abolition. Sauf qu'il y a un certain Abraham Lincoln qui va militer pour cette abolition. D'ailleurs, c'est lui qui mettra fin à la guerre de sécession, peu avant d'être assassiné. Voilà. Donc, la question sociale autour de la guerre de sécession, elle est importante. Et aujourd'hui, les États qu'on appelle du Sud, ça a été les États extrêmement racistes durant les années 1960 et la période d'action des Malcolm X et des Martin Luther King. D'ailleurs, Rosa Parks, si je ne me trompe pas, ça se passe à Atlanta qui est en Géorgie, un des États du Sud. Et aujourd'hui, on sait que la base de l'électorat républicain, c'est notamment ces États du Sud, même si certains sont ce qu'on appelle des swing states, des États qui peuvent tourner, les États du Sud restent des bases essentiellement républicaine. Donc voilà, aux États-Unis, c'est une vraie grosse question, cette guerre de sécession. D'ailleurs, le drapeau confédéré est devenu... Alors que là, on n'a pas. Là, on a le drapeau unioniste. Ça, c'est le drapeau unioniste. Je suis désolé, voilà, je vais vous mettre cette image parce que je vais vous mettre cette image. Ce drapeau-là, c'est le drapeau confédéré. Si vous ne le savez pas, c'est un dog whistle extrêmement... C'est un des dog whistles les plus explicites qui existent. C'est un des dog whistles les plus explicites qui existent car il est réutilisé par les franges d'extrême droite américaine. Et aujourd'hui, c'est un dog whistle parce que c'est un drapeau qui n'est pas interdit. Par exemple, si vous avez une croix gammée ou le drapeau nazi sur votre bras, ça, c'est interdit. Et rien qu'en disant ça, je vais peut-être me faire ban sur YouTube, je suis en train de penser. Si vous avez le drapeau allemand des années 30 sur le bras, vous pouvez vous faire arrêter pour comment on appelle ça? J'ai plus le terme. Pour apologie du nazisme, ce qui est interdit. Et ce drapeau-là n'est pas interdit. Ce drapeau-là, à droite, en rouge avec cette croix bleue, il n'est pas interdit. C'est un dog whistle, juste qui est extrêmement clair parce qu'aux États-Unis, par exemple, c'est presque pas un dog whistle tellement le drapeau est connu. En Europe, c'en est un utilisé par l'extrême droite
Et là, on est vraiment dans l'extrême droite la plus crasse, hein. C'est pas la petite, c'est celle qui est pour euh, euh, la différenciation entre les blancs et les personnes de couleur, qui serait presque pour un retour à l'esclavage, enfin pas forcément retour à l'esclavage, mais presque. On est sur vraiment, on est sur le fascisme le plus crasse. Voilà, aujourd'hui c'est très utilisé par les néo-nazis. Voilà. Donc, en juillet de l'année dernière, le monde a commencé à to trickle, c'est là où je dis que j'ai des limites, hein. À couler. Non, la rumeur a commencé à s'étendre que Ubisoft avait un nouveau projet dans sa franchise phare, Assassin's Creed, qui aurait été annulé. Le jeu avait amené la série historique à un de ses emplacements les plus modernes. Effectivement, ça aurait été le deuxième emplacement de la série le plus moderne après Assassin's Creed Syndicate, la guerre de sécession et la reconstruction après cette période qui a suivi dans les années 1860-1870. Dans cette période de reconstruction, les joueurs auraient joué un homme noir qui aurait été par le passé esclavagé dans le sud et qui a bougé à l'ouest pour commencer une nouvelle vie. Recruté par les assassins, il serait retourné dans le sud pour combattre la justice dans un conflit qui l'aurait, entre autres choses, confronté à l'émergence du Ku Klux Klan. Effectivement, le Ku Klux Klan s'est apparu à la suite de la guerre de sécession pour continuer la lutte que les confédérés ont perdue. Enfin, c'est l'idée vraiment d'une guerre qui aurait continué. Au vu des interviews faites avec 5 actuels et anciens employés d'Ubisoft qui ont parlé à Gamefile anonymement parce qu'ils n'étaient pas autorisés à parler à propos de ce projet. D'ailleurs, Ubisoft n'a pas répondu à une demande d'interview autour de cette histoire. Les personnes étaient enthousiastes à propos du jeu, mais aussi frustrées par son annulation qu'ils ont eu comme Ubisoft pliant devant la controverse. 3 sources ont dit à Gamefile que la rumeur a filtré à travers l'entreprise en juillet dernier que le management à Paris a arrêté le développement de ce jeu pour 2 raisons. Le backlash en ligne autour de la révélation de Yasuke, un personnage, un samouraï noir historiquement inspiré, qui est le premier personnage qu'on joue dans un Assassin's Creed qui a effectivement existé. Donc ce backlash autour d'un protagoniste du jeu arrivant Assassin's Creed Shadows et le climat politique aux États-Unis qui devenait progressivement trop tendu. Ils ont estimé que c'était trop politique dans un pays trop instable pour le faire rapidement. Les annulations de jeux ne sont pas inhabituelles, mais ces raisons-là le sont. Alors c'est vraiment. Alors là, sachez que c'est vraiment mes sujets. Je peux m'étendre très longuement. Donc ça, je crois pas que IGN nous amène beaucoup. Voilà. Comprenez bien que avec le rachat que s'ils n'ont pas
que les actionnaires, s'ils n'ont pas d'impact, enfin s'ils ne s'ils ne prennent pas les décisions concernant la création d'un jeu, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière à propos du rachat de Ubisoft, s'ils ne prennent pas de décision, ils ont par contre des leviers financiers d'action qui peuvent leur permettre de stopper tout bonnement et simplement les crédits. Mais non, c'était autour d'Electronic Arts. Donc c'est aussi, ils ne veulent pas les personnes, on avait parlé il y a quelques temps, mais que les studios s'autocensurent pour les raisons politiques, c'est quand même choquant. Oui, ça c'est ce qui est nouveau. Et rappelons, pourquoi ça c'est symbole de la post-vérité? Pourquoi ça c'est symbole de la post-vérité, de l'ère de la post-vérité dans le jeu vidéo? Le discours qu'on entend actuellement dans le jeu vidéo par les joueurs d'extrême droite, c'est oui, les jeux se censurent, ajoutent des éléments non essentiels pour faire plaisir à l'agenda politique d'une gauche qui serait ultra majoritaire dans le monde médiatique et donc dans les jeux vidéo. Ça, c'est le discours d'extrême droite classique. C'est un discours qu'on retrouve dans lequel on retrouve le complotisme. Est-ce que je peux retrouver alors Umberto et écofascisme. Les 14 signaux pour reconnaître le fascisme d'Umberto Eco. Culte de la tradition, culte de l'action pour l'action, critique analytique, désaccord. Tac, tac, tac. Il y a l'idée de lutte. Il y a une idée de lutte. Chacun peut devenir un héros. Alors, je sais il existe un PDF, je ne sais plus où il est, qui est vraiment pas mal parce que il schématise bien tout ça. Je sais plus où c'est. Fermer cette fenêtre. Moi, c'est ce que je veux retrouver, c'est voilà. Ah là, ça. C'est ça. Je sais pas si là vous le voyez pas. Hop. C'est peut-être mieux là. Ça veut pas. Voilà. Alors, donc, notamment, là, ce que je vous dis, c'est on est dans ce 7e signal pour reconnaître le fascisme, qui est celui de l'obsession du complot. Comprenez bien que, en plus de ça, l'idée qu'on entend extrêmement régulièrement qu'il y a une fin, que les jeux ne devraient pas être politiquement engagés, sachant que le jeu vidéo est un art, que le héros en gros c'est un héros, c'est déjà un culte de l'héroïsme et c'est le culte de l'action pour l'amour de l'action. Euh, on, on respecte les discours d'extrême droite autour du jeu vidéo respectent énormément de ces 14 signaux. Ils respectent l'obsession du complot, ils respectent le machisme parce qu'il ne faut pas d'héroïne, ils respectent... voilà, sachant que tout est politique. Alors, ça, c'est encore un autre débat. Mais ça, c'est encore plus complexe. Mais
ça dépend en plus de la définition qu'on donne au mot politique. Hein. Est-ce la gestion de la cité? Est-ce autre chose? L'exploitation de la frustration, c'est-à-dire pourquoi les gens s'énervent par exemple contre Ubisoft. Pourquoi est-ce que les gens, pourquoi est-ce que vous en avez marre des jeux Assassin's Creed? Ça n'est pas pour des raisons de gameplay. C'est parce que vos anciens héros sont remplacés par des femmes et, euh, et tout ça, c'est pour respecter un agenda politique. C'est pour respecter un agenda politique où ils cherchent à faire une propagande woke. Rien qu'avec ça, je vous ai fait un chemin qui va du signal 6 au signal 11, au signal 12, signal 7, signal 3. Ces discours-là que vous entendez à répétition, ce sont des discours extrêmement classiques. Bon, ok. Euh, le 5, oui, en soi, on pourrait aller. Il y a la peur de la différence. Il y a aussi le fait de se poser en savant et en savant dans la parole. Et donc en leader qui interprète la voix du peuple. Aussi le fait d'être face au monde médiatique, c'est se placer en leader qui interprète la voix du peuple face à une élite. J'ai passé beaucoup de temps à écouter Psyodélique pour cette conférence et ça respecte tout. Le lexique est d'une pauvreté absolue. Il y a un mépris des personnes les plus démunies et les plus faibles. Il est constamment en combat. Il est le savant pour le peuple, etc. Euh, L'idée qu'en face, ils auraient tous les pouvoirs et que lui serait pauvre, serait dans son coin. Enfin, voilà, il y a vraiment, ça respecte les 14. Ça respecte les 14. Quand moi je dis que Psyodélique est l'individu dans le jeu vidéo français le plus dangereux, je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Et je le fais au regard de toutes les études effectuées sur le fascisme, que ce soit chez Umberto Eco ou chez Johann Chapoutot, spécialiste du nazisme. Donc ce que c'est vraiment au regard des historiens, au regard de l'histoire. Et je rappelle en plus que dans tout ça, il se place, c'est un homme qui se place comme un historien, comme un savant, parce qu'effectivement, il a fait 2 ans d'histoire dans son cursus. 2 ans d'histoire, ça veut dire qu'il n'est pas historien, car il n'est pas allé au bout. Vous ne pouvez pas être historien au bout. Et même être historien, cela ne veut rien dire, car c'est le titre qu'on obtient après la licence ou le bachelier pour ceux qui sont en Belgique. C'est un titre qu'on obtient au bout de 3 ans minimum, on ne peut pas l'obtenir en 1 an. Donc il y a en plus un mensonge, et c'est là où on en arrive dans la post-vérité. La post-vérité, ça n'est pas une société où le mensonge, où les hommes politiques, etc. mentent. C'est une société où le réel a moins d'importance que ce qui est dit. C'est une société où le réel est nié les yeux devant les yeux. C'est ce qu'appelle récemment Clément Viktorovitch la logocratie. C'est ce que Clément Viktorovitch appelle la logocratie. Et nous entrons par là dans la logocratie, une logocratie, et c'est là où j'en arrive à mon point. Non, ces personnes, ces joueurs, cette frange de joueurs n'est pas une frange de joueurs défenseuse de la liberté d'expression. C'est au contraire, c'est même tout le contraire. C'est une frange de joueurs qui, comme l'extrême droite l'a toujours fait, et comme les gouvernements fascistes l'ont toujours fait, c'est une extrême droite
euh, anti-libertaires. Ce sont des gens qui sont contre la liberté d'expression, contrairement à ce qu'ils disent. Et aujourd'hui, cette post-vérité, on voit que ils sont capables de tellement de violence, dans les retours qu'ils ont faits, qu'ils peuvent faire annuler des projets par peur du harcèlement. Et c'est pas n'importe quelle entreprise qui pourtant a vécu du harcèlement, qui le connaît ce harcèlement et qui l'a vécu en interne. C'est pas n'importe quelle entreprise qui annule, c'est Ubisoft, accusée elle-même d'harcèlement. Bon là je vais peut-être un peu loin, mais si vous voulez qu'on fasse, vu que j'ai vraiment passé ces dernières semaines sur le sujet, je peux vous faire un retour de ce qui s'est passé à partir de la sortie de Dragon Age Veilguard, qui se fait 6 jours, 5 à 6 jours avant l'élection américaine. Il y a donc un review bombing. Alors d'ailleurs l'idée, est-ce que c'est uniquement par peur du harcèlement? Alors il y a deux choses, effectivement. Ed, tu as raison, il y a deux choses. Il y a la peur du harcèlement malgré tout. Comprenez bien que chez les développeurs, la question, c'est celle du harcèlement, c'est pas celle économique. L'annulation chez les pontes et chez les personnes en haut et chez les éditeurs, là, ça c'est des questions économiques. Il y a les deux. Les sommes aujourd'hui, effectivement, et c'est le levier sur lequel compte l'extrême droite. C'est le levier sur lequel compte l'extrême droite. C'est le fait qu'aujourd'hui, un jeu ne peut pas, les jeux, notamment les AAA, ne peuvent pas se permettre d'être des échecs complets. Il faut au moins qu'ils soient à l'équilibre, tellement les sommes engagées sont énormes. Mais, si c'était ça, si ce n'était qu'économique, le jeu n'aurait probablement pas été annulé. Pourquoi ? Rien que le sujet aurait repoussé des acheteurs, mais en aurait amené. Bad buzz, still buzz. En termes publicitaires, ça aurait fonctionné. Peut-être que la crainte, c'était qu'il soit tout simplement annulé aux États-Unis. Ça, je le comprends. Il y a peut-être la crainte, ce qui aurait pu se passer, c'est qu'il soit annulé aux États-Unis avec l'arrivée de Trump. Ils ont vu commencer l'incertitude autour de l'élection de Kamala Harris, qui au final d'ailleurs n'a pas été élue. Et le fait que Trump était déjà favori des sondages a dû leur faire dire, en fait, si on le sort maintenant, si on commence à le développer maintenant, ça sortira durant le mandat de Trump et ça ne sert à rien. Il sera peut-être annulé aux États-Unis, ce qui aurait été extrêmement probable. Maintenant, comprenez bien que la franchise Assassin's Creed en elle-même, si vous prenez la franchise Assassin's Creed, vous lancez un jeu, c'est une réussite. Assassin's Creed Shadows est un art plus rapporté qu'il n'a coûté. C'est une réussite. La franchise si on parle juste financier, la franchise Assassin's Creed se suffit à elle-même pour rapporter de l'argent. La question qui vient donc après, c'est celle de peut-être vouloir gagner encore plus, de vouloir s'assurer un lancement, mais c'est surtout à quel moment le jeu est annulé. Il est annulé au moment où les critiques se tournent sur le personnage de Yasuke. Si ça se trouve, à la fin, si vous prenez cette évolution en mai 2024, à partir de mai 2024, les critiques autour de Assassin's Creed Shadows vont être essentiellement autour du personnage de Yasuke. Et le fait que ce soit un noir, etc. Si vous prenez mars 2025, au moment du lancement du jeu, juste avant, le jeu est lancé le 20, et j'ai retrouvé des tweets qui datent... peut-être que je peux vous en montrer. Ah ouais, mais le problème c'est qu'il faudrait que je floute. Mais j'ai retrouvé des tweets
du 19 mars 2025. Ah, attendez, je crois qu'il y a un chat. Il y a un chat. Le chat veut venir. Allez, viens là le chat. Oh, il est trop mignon. Viens là le chat. Tu peux venir le chat. Allez, viens le chat. Viens le chat. Non, il y a le chat. Il y a le chat. Coucou le chat. Fais pas de bêtises le chat. On va voir comment j'ai couru pour venir voir le chat. Comment tu vas, Lisha? Alors, merci. J'en étais où? Oui, donc il y a une évolution et à la fin, la critique, elle se tourne autour plutôt des questions de transsexualité parce qu'il y a des personnages non binaires et notamment transsexuels dans le jeu et d'homosexualité. Il y a des possibilités pour que vos personnages aient des romances lesbiennes, gays, etc. Et donc on voit une évolution sur les questions, sur quelles sont les questions qui vont cristalliser les tensions. C'est pas étonnant. Alors le chat se frotte au micro. Peut-être que vous allez entendre son doux... Mais ça n'est pas étonnant car si vous écoutez le discours trumpiste, en mai, on est plutôt au moment des questions, enfin mai et durant l'été, on est autour des questions sur les Haïtiens notamment, où il dit qu'il mange des chats. Ça c'est le début, mais c'est un élément qui lui a fait plutôt perdre en popularité. C'est pas le moment où sa cote a monté. Sa cote monte à partir du moment où il y a la tentative d'assassinat. Et ça monte aussi autour de ses discours sur la famille. Et ça, c'est un nouvel élément du fascisme. C'est notamment le discours sur la famille. Il s'est montré en protecteur de la famille traditionnelle. Et c'est là où il y a une convergence qui existe. Et ça, c'est ce que je dis depuis longtemps. C'est attention. L'homosexualité, enfin l'homophobie et la transphobie seront les prochains vecteurs des nouveaux fascismes. Car c'est ce sont les vecteurs à travers lesquels les gouvernements d'extrême droite pourront tisser un lien avec des nouveaux électorats. Tout ça est dit, donc pourquoi cet Assassin's Creed, je dis que c'est notamment l'extrême droite qui l'a fait chuter. Alors, à part les questions économiques, c'est effectivement à quelle période il est annulé. Le jeu, il est annulé en juillet, au moment où les critiques et où le racisme est extrêmement fort. C'est la question du timing, de savoir quel mois c'est extrêmement intéressant. Le fait que ce soit en juillet 2024, c'est le moment, c'est le moment où les questions ethniques sont centrales dans le discours trumpiste. Quelques mois plus tard, sans dire que ce n'est plus le cas du tout, c'est moins le cas. Ce sont les discours autour de la famille, des questions de genre et de sexualité. Voilà. Donc, tout ça pour dire, nous sommes devant un article et devant un élément qui fournit une preuve qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est confronté par les influenceurs à la post-vérité, au discours trumpiste, que le capitalisme
le capitalisme inhérent malheureusement aux jeux vidéo, car le jeu vidéo a besoin de se vendre. Mais le capitalisme inhérent aux jeux vidéo pour les questions notamment financières nourrit le fascisme. Et qu'aujourd'hui, il y a là où il crie au danger au danger de la propagande woke, en réalité, il y a un véritable danger dans le jeu vidéo autour des questions d'extrême droite, qui est en fait le même danger que celui dans la vie de tous les jours. L'harcèlement des studios est possible et il suffit que vous soyez un créateur de jeu pour être attaqué physiquement. Et pour être, alors, au moins attaqué sur votre physique plus que physiquement. Mais à quand ça commence par les attaques sur le physique et à quand l'attaque physique? Je rappelle que Tati Gabriel, alors je vais vous mettre Intergalactique. Je rappelle qu'on avait vu cet article qui expliquait que Tati Gabriel, l'actrice de Intergalactic The Heretic Prophet, c'est elle qu'elle avait été préparée par Neil Druckmann, qui est le réalisateur de The Last of Us partie 1 et 2. Elle avait été préparée pour vivre, à subir la haine en ligne. Il lui avait dit, il va y en avoir. Ça, c'est la première chose. Donc, et je rappelle aussi qu'autour de The Witcher 4, il y a eu des attaques en ligne massives sur ce qui est dit comme les nouveaux développeurs de CD Projekt, qui sont des développeurs qui ont travaillé pour la majorité sur The Witcher 3 et sur Cyberpunk 2077. Tout ça parce que certains cadres, pas tous, certains cadres ont créé un nouveau studio. Ils ont créé un nouveau studio pas du tout pour des raisons de mésentente avec CD Projekt. Ils ont créé un nouveau studio parce qu'effectivement, alors il y a malgré tout le fait qu'il y a eu un crunch extrêmement fort autour de Cyberpunk 2077, ce qui a fatigué les équipes, mais ils ont préféré s'arrêter à temps. Ça, c'est des sources. Ça, c'est des informations que je tiens d'une interview donnée je ne donnerai pas ma source, mais ça vient d'une interview que j'ai donnée. Ce que je peux dire, c'est que c'est des raisons artistiques et de liens plus ou moins proches avec certains qui ont poussé certains à partir dans un premier temps en disant bah voilà, je pense ils ont fait leur chemin avec CD Projekt, ils souhaitent bonne chance et ils sont toujours amis avec entre Rebel Wolves et CD Projekt, ils sont toujours amis, hein. Ils s'entendent toujours bien. Simplement, ils ont pris des chemins, notamment il y a des éléments où le réalisateur de The Witcher 3 disait, bah, par exemple, il y a un truc qui, moi, me pète l'immersion dans The Witcher 3, c'est le fait que vous pouvez constamment vous arrêter pour jouer au Gwent, alors qu'en réalité, vous êtes pressé. Et c'est un nouvel élément qu'on retrouve dans son prochain jeu, c'est-à-dire, cette fois, vous êtes limité dans le nombre de fois que vous allez vous arrêter, afin de favoriser l'immersion. C'est juste que il ne pouvait pas réaliser ce projet au sein de CD Projekt qui est très centré sur deux franchises, Cyberpunk et The Witcher. Ils se sont dit, c'est pas grave, moi j'ai envie de créer des jeux et des nouvelles immersions, je vais créer mon projet et bonne chance à chacun, ce qui est un élément qui arrive toujours dans le jeu vidéo. Mais beaucoup de développeurs ont dit, bah moi ce qui m'intéresse c'est de travailler sur Cyberpunk et The Witcher, je vais rester. Et ces deux entités s'entendent bien, juste, ce sont deux entités différentes. Malgré tout, il y a eu des attaques extrêmement fortes autour des développeurs de The Witcher 4 et l'idée que le nouveau studio Rebel Wolves, c'est en fait une frange qui défendrait la liberté et les images d'ailleurs diffusées, bah je l'ai quelque part, les images diffusées autour de Rebel Wolves, etc., ont tendance à couper les femmes.
ils coupent les femmes de l'image pour, comme si dans le studio Rebel Wolves, il n'y avait pas de femmes. Alors que si, il y en a. Enfin voilà. Mais voilà, vous voyez, on a une preuve, on a une preuve concrète de l'impact et de la censure que pour l'instant que les studios de développement commencent à s'auto-censurer. À quand la censure, non pas en amont, mais avec des jeux qui sont déjà finis, qui sont déjà sortis. Et à quand la censure, non pas par les studios, mais par les États. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur ce sujet. On est vraiment donc dans une ère de la post-vérité qui arrive dans le jeu vidéo, dans une restriction de la création artistique, élément qui, pour tous ceux qui ont étudié de près ou de loin l'extrême droite et même pas que l'extrême droite, mais les gouvernements totalitaires, je ne vais pas parler que de l'extrême droite, d'autant que Trump n'a pas de souci à censurer des produits culturels sortis depuis bien longtemps. Totalement. Mais c'est là où j'en arrive à dire, attention, le jeu vidéo va être impacté, comme tout art, il va être impacté par ces éléments de censure, que tous ceux qui ont travaillé sur des régimes totalitaires, que ce soit l'Allemagne des années 30, que ce soit l'Espagne de Franco, que ce soit l'URSS de Staline, vous prenez n'importe quel bord politique, vous y ajoutez un totalitarisme, la censure de l'art y est inhérente. Vous en trouverez toujours. Mais dans le même sens, tout régime totalitaire va aussi se baser sur l'art. Simplement, il y a un contrôle qui est effectué. Et le jeu vidéo a la chance d'être mondialisé. Donc un Assassin's Creed comme ça ne serait sans doute pour l'instant pas censuré en France. C'est ce qui pourrait arriver avec un Retailleau qui est ouvertement fasciste à la tête de l'État. Comprenez bien que en plus, Ubisoft, avec sa saga Assassin's Creed, a une cible en plus dans le dos, car c'est une saga d'inspiration historique. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que c'est un documentaire. Ça, je le rappelle, Assassin's Creed n'est pas un documentaire. Oui, il y a des erreurs historiques. C'est d'inspiration historique. Mais c'est ce qu'on a vu avec... mais le fait de toucher à l'histoire et de toucher à une vision de l'histoire, c'est un élément qu'on retrouve aussi dans les gouvernements totalitaires. En rappelant que ces gouvernements totalitaires manipulent l'histoire et mentent ouvertement sur l'histoire. L'histoire réécrite, les avancées de la science qui changent l'histoire, bien sûr, en disant non, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Ces avancées de la science sont rejetées. J'ai moi-même des proches, de la famille, qui n'est peut-être pas fasciste, je ne vais pas dire ça comme ça, mais qui est politiquement très très à droite, et quand j'explique et quand on a eu des discussions sur l'histoire, les manuels scolaires étaient, selon eux, vraiment vecteurs de la vraie histoire. Ce qui est bien évidemment faux selon tout historien. Notamment en France. Un manuel scolaire, c'est fait pour apprendre une histoire. C'est fait pour apprendre un roman, ce qu'on appelle le roman national, un roman historique. Plein d'éléments ne sont pas donnés, la complexité de l'histoire n'y est pas donnée. Et en France, on a ce problème, c'est que dans l'éducation nationale, vous n'avez qu'une histoire partielle. Partielle et partiale.
Je ne reviendrai pas sur comment est-ce qu'en France est lue l'histoire de Napoléon, comment est-ce qu'en France est lue l'histoire des Gaulois, j'en ai déjà parlé longuement, comment est-ce qu'en France est lue l'histoire de... D'ailleurs, il faut peut-être que... Je suis en train de penser... l'histoire de la guerre d'Algérie, même l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il y a dans les manuels scolaires, ça n'est pas l'histoire. Ça n'est pas ce qu'il s'est passé. Et ça n'est et comment dire, c'est un élément qui fait consensus dans la communauté scientifique. Ça n'est pas un élément qui est débattu. Les personnes qui le débattent, ce sont des psychodéliques, ce sont des Éric Zemmour, qui ne sont pas, et à aucun moment, historiens. Enfin voilà, on a tiré le fil très loin sur ce qu'était le fascisme et sur comment le reconnaître. Je pense que ça nous sera très utile à l'avenir. Ça nous sera très utile à l'avenir. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? On va pas tout faire ce que j'avais. Là, j'avais un truc sur le jeu de Musk, Elon Musk qui veut faire un jeu complètement par IA. J'ai la flemme. J'ai franchement la flemme. On peut peut-être partir sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Je change le titre, histoire de dire de quoi on parle actuellement. On va parler du film. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas Tiramisu. Quand je parle de film, j'aime bien qu'il y ait Tiramisu. Parce qu'il est... Enfin, j'adore l'écouter parler de cinéma. Il est extrêmement fort sur le sujet. Très, très, très fort sur le sujet. Le film Le Menu. Alors, qu'est-ce à dire que ceci? Ce film Le Menu, hop. C'est ce film-là. Un film avec donc en acteur principal Anya Taylor-Joy qui joue Margot on apprend ensuite qu'elle s'appelle Erin, avec Nicolas Hoult ici, acteur que j'aime beaucoup, et Ralph Fiennes. Ralph Fiennes qui joue le cuisinier. Je vais pas y passer des heures sur ce film. Apparemment, ah non, court-métrage 2023, donc sorti après logiquement ce film. Ok. C'est un film, c'est un thriller. Un thriller, j'irais pas dire horrifique, même. Salut, à la prochaine. Ciao. C'est un thriller sur des personnages qui vont manger un excellent repas. Chouette alors. J'espère que ça t'a intéressé et puis voilà. Passe quand tu veux. C'est un thriller sur un couple qui vont manger chez un excellent cuisinier. Vraiment un excellent cuisinier. Alors, finalement, on découvre que le menu est un peu particulier, et il y a toute une performance artistique. Et ce film est génial. Ce film est génial sur plein de points. Comment dire? C'est un film qui est géré comme un repas gastronomique. C'est-à-dire, repas gastronomique, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, enfin, si vous savez comment ça se passe, mais déjà ce que vous avez, c'est une importance de la photographie.
les cuisiniers font de l'art avec leurs assiettes, dans le sens où ils prennent des cours d'art plastique pour former les assiettes. Là, déjà, il y a ça. Une gestion de la photographie qui est impressionnante, avec l'idée de vraiment mettre en avant les plats. euh, et, euh, et, et une imagerie qui est une imagerie que moi je décrirais de culinaire réellement. Avec un rythme aussi, le rythme du montage, quand il y a de la cuisine, ça va avec. Alors il y a surtout la critique sociale. La critique sociale autour de ce film est extrêmement bien faite et elle peut être faite à tout le monde. C'est à quel point, et peut-être que parfois je le fais aussi, honnêtement, euh, à quel point euh, sur la cuisine, enfin, comment la cuisine est un facteur et est un marqueur social. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire ceux qui apprécient un bon burger. Genre moi, je vous le dis, je suis pas un fan de fromage et pourtant vous me faites un burger au bleu et tac et vous mettez un truc juste, vous vous cassez la tête ou vous prenez un burger. C'est pas pour rien que je prends le burger. Vous mettez une bonne viande, un bon cheddar et des bons oignons, mais là déjà je me régale. Et c'est cette idée de dire qu'il y a une obligation de classe, il y a une obligation de classe à parler d'une certaine manière de la cuisine, à tout ça. Et c'est au final le personnage qui trouve la solution un peu à à tout le scénario, c'est la personne qui trouve que le chipot qu'il y a autour de ça, etc., est exagéré. Ce qui est en réalité, après je vous laisse découvrir le film, mais vraiment un gros coup de cœur. Alors je trouve qu'il est sous-coté ce film. Très 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 nettement sous-coté. Quand je vois les notes... Mais je suis pas étonné. La cuisine, c'est un sujet qui touche, car c'est un sujet culturel. Et le fait de critiquer le côté trop rigoriste, le côté trop rigoriste, le côté trop fixe de règles culinaires, vous allez vexer des gens. Vous allez vexer des gens. Et je suis sûr que plein de monde est d'ailleurs en désaccord avec le point de vue du film. Je suis sûr que plein de monde est en désaccord. Sauf que pour être en désaccord et être honnête, il faut se regarder soi-même. Et moi, dans ce film, il y a un moment donné, je me suis dit, il y a des points où parfois quand je parle de cuisine, je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ce que le film critique. Et donc, et moi je vais chercher d'ailleurs sur ça à évoluer un petit peu, à évoluer en mieux. Mais enfin voilà, super film. Alors, ça n'est pas du tout un film sur le cannibalisme, contrairement à ce que même moi je pensais, ça n'est pas du tout un film sur le cannibalisme, mais pas du tout. Euh, Super film, super photographie, vraiment, allez voir le menu. C'est c'est ultra chouette, ultra sympa. Je dirais pas que c'est un thriller où vraiment on, on est en mode qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est pas si compliqué que ça ce film. Mais c'est justement le propos. C'est pas un film si compliqué, mais c'est quand même bien. Comme il n'y a pas besoin de faire un menu si compliqué pour que ce soit bien. Regardez le film et si après vous dites non mais c'est un film qui se pavane un peu sur lui-même, alors réfléchissez à deux fois sur le propos justement autour de la gastronomie.
Je ne dis pas, hein, après on peut ne pas aimer. On a totalement le droit de ne pas aimer. Mais moi, c'est un film que je défendrai et que je trouve absolument excellent. Voilà. Et on va faire un dernier petit... tac, tac, tac. Et on va faire un dernier petit... On va regarder un dernier petit article. Alors attendez, je regarde quand même si j'ai pas loupé des infos. Parce que par rapport aux autres semaines, effectivement, on n'a vraiment pas beaucoup de choses. Tac, tac. Oh, va y avoir un jeu de combat Avatar, le dernier maître de l'air. Ok, ok, ok. Changement de programme. Non, pas ça, ça. Changement de programme. Changement de programme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je veux voir. Incroyable. Avatar Legends. Alors Avatar Legends, c'est le nom en fait maintenant de un peu de la licence. C'est le nouveau nom de la licence. Le JDR s'appelle Avatar Legends, etc. Aïe 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 aïe. Été 2026. Incroyable. Incroyable. Ok. Ok, je suis très très hypé par ça. Très 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 hypé. Ah, ça va être bien. Et apparemment, ça sera un jeu qui sera sur Steam. Il y aura 12 personnages jouables. C'est un petit... Alors... ça sera sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Ok. Qu'est-ce qui va sortir cette semaine? Je regarde un petit peu. Just Dance 2026. Bah, d'ailleurs, big up aux développeurs de Just Dance que je connais. Je lui souhaite, il sort demain et je lui souhaite bonne chance. J'espère que son jeu du coup va marcher. Voilà. Il y a Battlefield 6 qui est sorti, mais... Ah oui, je voulais parler de ça. Mais je n'ai pas encore lu l'article, donc on va le lire ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Mind's Eye, cet échec de l'industrie du jeu vidéo. Tac, tac. Et on a toujours Jordan, qu'on remercie d'être là. Jordan, t'es éternel. Un jour, on aura Jordan sur le stream. Un jour, on aura Jordan sur le stream. Je veux pas le savoir. Un jour, on aura Jordan qui est vraiment éternel. Je veux l'avoir un jour sur le stream. Franchement. Le feuilleton Mind's Eye, c'était ce qui devait être l'équivalent de... En mode le rival à GTA, etc. C'est développé par Build a Rocket Boy. Et on a donc eu comme information que les employés du studio dénonçaient les conditions de travail. Forcément, qu'est-ce qu'on s'y attendait pas? C'est très classique quand même dans les jeux vidéo qui ratent. Dans cette lettre ouverte, qui est possible grâce au soutien de l'organisation syndicale britannique Game Workers Branch, donc le studio, la direction est accusée de mauvais traitement systémique, de mauvaise gestion du processus de licenciement.
Période de crunch, absence de transparence au sein de l'entreprise, mauvais travail de communication au sein du studio, un crunch qui a continué même après le lancement avec 8 heures de travail supplémentaires par semaine obligatoire pour chaque employé. Super, on adore ces studios-là. Ça veut dire quand même sur une semaine de 5 jours quasiment 2 heures en plus. Oh la vache. Oh la vache, il y a des erreurs dans les licenciements, mais c'est scandaleux. Ah oui, en gros, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Leslie Benzies a de l'espoir en pensant qu'il y a eu qui dit qu'il y a eu des saboteurs, mais voilà, c'est Leslie Benzies qui est la responsable du projet et du studio, qui se fait juste détruire et qui, voilà, on est sur un- qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il n'y a rien à dire, ça se dit tout seul, hein, Leslie Benzies, qui a géré de manière honteuse le développement d'un jeu et forcément en traitant mal euh, avec des développeurs maltraités, etc. Ah bah tiens, on était en train de parler de mauvais traitements autour du jeu Mind's Eye et de licenciements mal gérés, d'un employeur qui ne prend pas ses responsabilités, voilà, j'ai invoqué alors, sachez, si vous voulez un jour invoquer et, si vous voulez invoquer et, vous dites, il y a un sort qui est code du travail. Code du travail. Vous invoquez et comme ça. Ça marche. C'est juste. Alors, attention, ça va arriver sur votre téléphone. Elle répond, c'est par message que vous l'invoquez. Elle ne va pas débarquer chez vous comme ça. Si vous faites code du travail et tac, elle va envoyer un message. Vous savez pas comment. Même si vous n'avez pas son numéro, paf, elle arrive dans votre chat. Et et pouf, je suis dans tes DM. C'est fou. Non, mais y a rien à dire. Il n'y a pas rien à dire. C'est juste que il n'y a pas rien à dire sur le sujet. C'est juste, qu'est-ce que vous voulez que je dise? En gros, Leslie Benzies, donc pour ceux qui ne savent pas qui est Leslie Benzies, Leslie Benzies, c'est un producteur de jeux vidéo. C'est le président donc de Build a Rocket Boy. Il a travaillé sur GTA 3, GTA Vice City. Avant, il était chez. Oh, attendez! Oh, oh là là! Avant, il était chez Rockstar. Je croyais que chez Rockstar, ils étaient parfaits. Qui est surpris ici? Pas moi. Je le répète, hein. Je le répète depuis. Bref, on va dire que je déteste. Enfin bref. C'est lui, Leslie Benzies. Ancien président de Rockstar North, une des filiales. Principaux producteurs de la série GTA, donc avec GTA 3 et GTA 5. Ils se sont mutuellement attaqués en justice en 2015. L'affaire est toujours en cours. Bon, Rockstar, on va quand même être honnête. Rockstar rétorque que Leslie Benzies était ingérable en interne et ne rendait pas le travail à temps. Alors, il était ingérable en interne, pourquoi? Ça, je suis curieux. Parce que si c'est une question qu'il rendait en retard ces trucs, c'est donc pas du tout des questions humaines.
Ok, là, il n'y a pas d'article. Tac, tac, tac. Ouais, c'est en gros, à aucun moment ils disent que c'était un connard, hein. Il faut être honnête, à aucun moment ils disent que c'était un connard. Ils disent juste, ouais, il rend en retard et il a essayé de nous piquer des développeurs. Bref. Mais donc il a travaillé sur tous les GTA, entre GTA 3 et GTA 5, producteur exécutif de Red Dead Redemption 2, et l'idée de Mind's c'était de notamment concurrencer GTA, donc il est vraiment en conflit, c'est lui, Leslie Benzies. Apparemment, il traitait mal ses employés, il les a poussés à un crunch, il, a, il les a fait travailler la semaine d'après la sortie du jeu. La semaine d'après la sortie du jeu, il les a poussés à 8 heures de travail de plus. Enfin voilà. Voilà. Sachant que ce sont des techniques qui ont été utilisées durant le développement de Red Dead Redemption 2. Désolé de vous le dire, hein, il y a eu des articles sur le sujet. Enfin voilà. Mais c'est pour la beauté de l'art. Non, la beauté de l'art n'implique pas la maltraitance des gens. Le code du travail, tout ça, tout ça. Enfin voilà, et c'est juste que une fois que quand tu es chez Rockstar, tu es protégé, tu peux faire ce que tu veux, tu peux maltraiter comme tu veux tes employés, mais quand tu n'es plus chez Rockstar, que tu n'as plus d'aussi grosses sommes, enfin que tu n'as pas autant d'argent pour ton développement de jeu et que tu n'as pas la renommée du studio, le nom du studio derrière toi, eh ben ça marche pas. Ça marche pas. Mais c'est les mêmes, ce qui est dénoncé dans cet article, ce sont les mêmes techniques de management que on retrouve chez Rockstar. Simplement, Rockstar est protégé sur ces points-là. Voilà. Je voulais parler aussi de Sega. Alors, Sega qui a un nouvel... Sega et CIO. Pourquoi Sega et CIO Hop. Agence France Presse, c'est bien ça. Ou olympics.com, c'est encore mieux, olympics.com. Alors, sachez que historiquement, Sega, c'est ceux qui ont les droits d'exploitation autour des Jeux Olympiques. Ils en ont les droits pour 2 franchises. Ah oui, l'impunité de Rockstar. Et vraiment, il y a des articles sur le crunch. Je suis sûr que je peux retrouver. Attendez. Ça se trouve, je vais pas arriver à retrouver, mais je suis sûr que je peux trouver. Je veux dire, tout le monde a chié sur CD Projekt au moment de Cyberpunk. Ils ont fait des excuses publiques. Il y a même un membre, le créateur de Rebel Wolves, il est parti de lui-même quand il y en a qui ont dit c'était pas toujours cool. Il a fait de lui-même je m'excuse et je pars du studio parce que je veux pas que les gens soient mal à l'aise pour travailler avec moi. De lui-même il est parti et de lui-même il a fait franchement je suis désolé et bah ça ne doit plus jamais arriver et l'objectif dans mon nouveau studio c'est que ça n'arrive plus jamais. Et eux ils peuvent faire. Voilà, on a des articles. Un producteur de Red Dead 2 a déclaré avoir bossé 100 heures par semaine pour finir le jeu. C'est une pratique qui est illégale, même si elle est courante.
Euh, alors, il dit qu'il y a... Alors, il a expliqué que seul lui et trois autres scénaristes en chef étaient concernés par ce rythme infernal et quelques développeurs qui travaillent très dur simplement par passion. En gros, qui n'ont pas reçu... en gros, qui n'ont pas été payés pour les heures supplémentaires. Et là, on est sur Dan Houser, hein. Celui qui dit ça, c'est Dan Houser, qui est le directeur de GTA 6. Je veux dire, on peut parler de culture du crunch, qui est une vraie culture, hein. C'est la chez Rockstar, la culture du crunch, elle est folle. Et là c'est un article. 100 heures par semaine, alors pas payé, euh, payé à 40 heures par semaine, 40-45 heures par semaine. Mais il le faisait par passion. Comment dire? Vous vous rendez compte quand je dis qu'il y a une impunité, quand il y a une impunité, ils ont peur, les développeurs ont peur d'être blacklistés. Là, je continue de lire l'article, hein. Les développeurs ont peur d'être blacklistés. Euh, Ils subissent une pression, une manipulation parce qu'ils font ça parce qu'on leur dit oui, mais c'est que t'es pas passionné. Euh, Enfin, c'est Kotaku qui a fait un article. Kotaku, c'est quand même aussi un journal assez sérieux, qui fait un article. Inside Rockstar Games, Culture of Crunch, à l'intérieur de la culture du crunch de Rockstar. Hop, ça c'est. Et quand je dis qu'ils ont une impunité totale, ils ont une impunité totale. Oui, comment ça se finit par un procès? On ne sait pas. C'est quelque chose qui est, je veux dire, là où l'entièreté du monde du jeu vidéo quasiment l'a compris ça, et où les rares endroits où ça n'a pas été compris que la culture du crunch c'était pas bien, genre Electronic Arts, même Ubisoft l'a compris, et là où l'entièreté du monde du jeu vidéo l'a compris, Rockstar s'en fout parce ils peuvent continuer. Alors, il, alors, alors, et ça c'est saisissant. Ça c'est saisissant. Ça c'est une. Je vais vous mettre ça. Mais ils vont pas sortir. Je pense qu'ils ne vont pas sortir parce qu'ils sont surprotégés. Alors, tac tac tac. Alors, secretive, ça veut bien. Secretive, c'est bien secret. Ouais. Alors, un petit inside à l'intérieur d'une des entreprises les plus discrètes dans le jeu vidéo est basé et sur des interviews avec 34 employés actuels et 43 anciens employés à travers des appels téléphoniques, des emails et des messages. Mercredi dernier, Rockstar a dit à ses employés actuels qu'ils pouvaient parler aux journalistes tant qu'il donnait alors a heads up, a head up, tant qu'ils en informaient leurs responsables des ressources humaines en gros. Mais tous ceux qui ont parlé l'ont fait anonymement. Ils ont dit qu'ils avaient peur, qu'ils avaient feared retaliation. Des représailles. Ils avaient peur des représailles
et d'avoir été un peu naïf à propos de leurs expériences à Rockstar. Et certains sont dit inquiets euh, about coming across. Ça, j'ai du mal. I'm worried about. Ça, j'ai du mal à comprendre. J'avoue. D'avoir l'air malhonnête pour partager des histoires positives. Enfin voilà, il y a une. Donc il y a beaucoup qui ont dit qu'ils étaient contents quand même d'avoir travaillé à faire un des meilleurs jeux du monde. Nanana. Euh, Alors apparemment, effectivement, les développeurs ont globalement pas fait 100 heures par semaine. Bon, ils ont fait entre 55 et 60. Ça fait 6 fois, comme ils disent, 6 fois des journées de 10 heures. Je veux dire, il y a un moment, je veux bien que ce soit moi qui ai un problème avec Rockstar, mais là, c'est pas moi. Là, je veux bien que ce soit moi qui en ai marre de l'impunité de Rockstar, ce qu'on a déjà pu me reprocher, mais là, c'est pas moi. Je veux dire, l'article, il est clair. Ils ont peur des représailles. C'est un management toxique, ils ont peur des représailles, ils ont. Enfin. Quand même. Quand même, non, et dès que. Et quand il y a un ancien. Ah, merci. Et pourtant. Oh, mais c'est Rockstar, ce sera forcément bien. J'espère au moins. Enfin, mais. Le jour où ils sortent un mauvais jeu, Rockstar, mais un mauvais jeu pas comme une mauvaise réédition comme c'était arrivé avec GTA San Andreas, ou un jeu mid, mais le fall down, il va être si fort. Enfin bon, bref, on va passer sur CIO et Sega. Donc historiquement, le CIO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, avait un partenariat avec Sega autour de deux licences. La licence officielle autour des Jeux Olympiques, enfin les Londres 2012, Pékin 2008, etc. Et les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Qui étaient partagés un peu avec Nintendo. Mais c'était Sega. Sega aujourd'hui mise notamment sur des licences de sport comme Football Manager. Pas que, il y a une vraie relance de Sega. Si vous regardez jeux Sega, si vous regardez les jeux Sega de ces dernières années, il y en a eu un certain nombre. Si je vais faire 2000. Donc on a eu un retour de Alex Kidd in Miracle World, Mario ça compte pas, Métaphore Refantasio, Panzer Dragoon, Sonic Color Ultimate, Sonic Dream Team, Sonic Frontier qui a très bien fonctionné, Sonic Origins, Sonic Racing Cross Worlds, Sonic Rebel, Sonic Superstar, Sonic X Shadows Generation, Streets of Rage 4, le retour de Super Monkey Ball, Two Point Campus, Two Point Museum. Enfin voilà, on a eu une série de jeux, il y a un vrai retour de Sega. Et donc, sauf que autour des jeux de Paris, autant il y a eu autour des jeux de Tokyo où la sortie de Tokyo 2020, du jeu officiel Tokyo 2020 était un échec pour des raisons en fait d'arcadisation du jeu, ce qui était apprécié
historiquement, Mario et Sonic, c'était la version arcade du jeu des JO. Et il y avait la version plus réaliste, qui était notamment Londres 2012, qui a été un immense succès, bien plus que les autres. Et il n'y avait pas eu de jeu autour de Paris. C'était la première fois qu'il n'y avait pas de jeu. Alors Athènes, il y a eu des jeux, et je crois qu'avant Athènes, il y a peut-être eu Sydney, mais en tout cas, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une édition sans jeu officiel autour. Et je ne parle pas des jeux mobiles. Donc, de nouveau, le CIO, Comité international olympique, s'accorde avec Sega pour les jeux, notamment autour de Los Angeles, à voir ce que ça a donné. On ne sait pas, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y aura un jeu type Londres 2012, est-ce qu'il y aura un jeu réaliste. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura donc le retour de Sonic aux Jeux Olympiques. Y aura-t-il Mario? Ça n'est pas sûr. Je pense qu'on sera sur vraiment un jeu Sonic. Parce que là, Sega a repris du poil de la bête et essaye de se distancier. Vous verrez moins d'associations entre Nintendo et Sega. Mais voilà. La question sous-jacente, c'est y aura-t-il un jeu type Londres 2012? Personnellement, j'espère. Et voilà, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est vraiment un symbole du regain de Sega. Sega n'a plus besoin de Nintendo pour s'associer au CIO. C'est un accord qui est extrêmement symbolique du retour d'une très grosse entreprise. Hein. C'est vraiment une très grosse entreprise qui est en train de montrer que ça y est, sa licence phare, qui est Sonic, peut revenir sur le devant de la scène et porter à lui tout seul l'adaptation de l'événement sportif le plus populaire au monde. Enfin voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ça. C'est pas très long, hein, mais c'est une information importante. C'est une information importante à comprendre, notamment pour comprendre le retour de Sega, le retour dans le game. C'est un vrai retour dans le game. Je sais pas si l'AFP en dit un peu plus, mais à propos de Sega Corporation, tac. Accord de licence. Ok. Ouais, non, on n'a pas beaucoup plus d'informations. On n'a pas beaucoup plus d'informations, mais on est vraiment... La sortie de cet article maintenant, c'est vraiment... on est pile poil dans les timings pour créer un jeu Sonic aux Jeux Olympiques. On est dans les timings, c'est... Voilà. Pardon. Bref. Alors, déjà... On va dire, attendez, je vais faire un petit truc pour avoir un repère. Au revoir YouTube, j'espère que ça t'a plu. Tu vas me retrouver plusieurs fois cette semaine. Alors là, actuellement, aujourd'hui ou demain va sortir le replay de l'épisode 9 de l'aventure sur The Witcher 2. Hier, vous avez eu le playtest de Valor Mortis qui est sorti sur YouTube. Et un peu plus tard, vous aurez donc, et mercredi, il y aura le replay de ce Coffee Talk, un peu plus court, très centré sur Ubisoft, mais je pense qu'on a vraiment bien parlé du sujet. Et samedi, on se retrouve pour l'épisode 10. Pour l'épisode 10 de nos aventures sur The Witcher 2. Avec peut-être que c'est le dernier épisode. Je pense que c'est... Personnellement, je pense que c'est l'avant-dernier épisode sur The Witcher 2. Peut-être que c'est le dernier. À voir. À voir. Enfin bref. Je vous dis
À la prochaine et ciao!